Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous. Vous savez que tous les matins, entre 11h et midi, sur l'antenne de Sud Radio, j'organise un débat sur un sujet précis avec des invités qui connaissent le sujet, qui sont habilités à parler du sujet. On ne va pas organiser des débats avec des invités qui pourraient s'exprimer un coup sur la médecine, le coup d'après sur l'Ukraine et la troisième fois sur le commerce international. Non, ici, mes invités, celles et ceux qui viennent et qui me font l'honneur de venir et qui viennent, et j'en suis très très heureux, bien, sont des spécialistes de la question abordée. Alors aujourd'hui, je pose une question qui est une question que beaucoup d'entre nous se posent. La politique n'est-elle plus qu'un spectacle? La politique est-elle devenue un spectacle? Alors pour parler, par ordre alphabétique, Alexis Karklins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média et conseiller en entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol, et je vous engage à lire. J'ai lu, pas entièrement, mais en grande partie votre livre. Je suis franc direct, Benoît Raphaël, mais c'est passionnant. C'est absolu. Vous êtes parti à Bali pour réfléchir, mais vous me parlerez de tout cela, c'est passionnant, pour réfléchir justement à cette indigestion informationnelle, je dirais. C'est bien cela, indigestion informationnelle, on peut le dire? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'un peu de déconnexion, oui. Et puis de faire un peu de gymnastique à notre cerveau. À notre cerveau, oui, on en a besoin, je suis d'accord. André Valigny est avec nous également, sénateur socialiste, ancien député. Vous avez été élu député en 1997. C'est ça, oui. André Valigny, dans l'Isère. Oui. Dans l'Isère. André Valigny, sénateur PS, donc notre troisième invité. Alors, pour lancer le débat, je vais lire quelques mots. Ce sont les mots d'Alexis Karklins-Marché. Voilà. Le temps est à l'invective permanente, l'exagération blessante, la révolte surjouée. Dans cette cacophonie, nous en avons oublié la nécessité du compromis. La politique est devenue un spectacle ? Jean-Jacques, vous posez une question évidemment essentielle. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est devenue un spectacle. Elle l'a toujours été. Si on remonte même à l'Athènes démocratique, on avait déjà des sophistes qui se faisaient payer pour conseiller les citoyens qui voulaient avoir une carrière politique, pour mieux communiquer. Et parce que, oui, la politique est une scène. Et j'ai fait référence dans la tribune que vous avez la gentillesse de citer à la théatrocratie. Les échos, dans les échos. À la théatrocratie. La théatrocratie, c'est un concept que Platon développe dans son dernier livre, Au soir de sa vie, dans Les Lois. Il parle de l'évolution de la démocratie. Il ne dit pas seulement la politique est un spectacle, c'est une scène où les auteurs, les acteurs sont plus ou moins inspirés. Il parle de ce stade d'évolution de la démocratie où chacun devient de plus en plus insolent, chacun s'exprime avec véhémence, avec invective, où chacun croit tout savoir, où on piétine les institutions, où on conteste l'autorité, et finalement une forme de dégradation de la démocratie. Et ça m'a semblé, en lisant ce texte, qui a évidemment plus de 2000 ans, faire référence à ce que nous vivons actuellement, qui s'est probablement dégradé au cours des dernières années, amplifié par nos réseaux sociaux, amplifié par certaines émissions, pas la vôtre, Jean-Jacques, mais on s'exprime en quelques minutes, on a 1 minute 30 pour couvrir un sujet, où on insulte celui ou celle qui est en face, on est incapable de s'écouter, la modération a disparu, l'humilité a disparu, la capacité de dialoguer a disparu, et c'était ça le sens de cette tribune qui a fait réagir, c'était de dire mais nous avons perdu ce sens du compromis, ce sens du dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord, mais on doit pouvoir écouter, et seul le compromis permet d'avancer. André Valigny, la situation s'est dégradée. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on recherche plus le spectacle en politique qu'auparavant? Oui, je crois. Je crois. Vous avez rappelé que j'avais été élu en 97 à l'Assemblée nationale, à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre. Pour moi, il reste une référence, et c'était mon mentor à l'époque, et c'est quelqu'un à qui on a reproché d'être un peu austère, un peu triste. Mais moi, justement, c'est ce que j'appréciais chez lui, et c'est vrai qu'à l'époque, les débats étaient moins enflammés qu'aujourd'hui, moins superficiels aussi, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'invective a remplacé l'argument.
On cherche à faire du buzz, on cherche à avoir la petite phrase qui sera reprise par les journaux, on cherche la punchline plutôt que la citation littéraire, et je veux relier ça à l'abaissement du niveau culturel de la classe politique. Ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais moi j'ai connu une époque où les hommes politiques ou les femmes politiques étaient cultivés, lisaient beaucoup. Aujourd'hui, ils ne lisent plus, ou elles ne lisent plus, ou beaucoup moins, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il faut courir derrière l'actualité, et je crois que cette baisse du niveau culturel de la classe politique participe aussi à l'abaissement général du débat public. Oui, on pourrait dire ça aussi de la classe journalistique, hein, ou de la classe. Enfin, on pourrait, dans toutes les professions, il y a peut-être une baisse du niveau culturel. Qu'en pensez-vous moi, je tourne vers vous, Benoît Raphaël. Ouais, j'ai toujours du mal à dire c'était mieux avant, parce que Socrate le disait aussi quelque part, donc sur la lecture. Donc, j'ai toujours une petite prudence par rapport à ça. Et je regarde toujours un peu les chiffres pour savoir si vraiment à quel niveau c'est mieux qu'avant ou moins bien qu'avant. Donc là-dessus, je suis toujours un peu prudent. Albert Camus déjà en parlait en 1948 dans un célèbre discours où il expliquait qu'il y avait plus de débat ou de dialogue. En tout cas, il y avait plutôt de la polémique et qu'on considérait l'autre non plus comme un adversaire avec qui il fallait débattre, mais plutôt un ennemi qu'il fallait abattre et faire disparaître. Donc je crois que c'est pas complètement nouveau. Par contre, ce qui a changé, c'est le contexte. Il y a deux choses, moi, ce que je trouve intéressante. La première, c'est que effectivement les réseaux sociaux, les algorithmes, notamment l'intelligence artificielle qui est derrière ces algorithmes, notamment depuis les années 2015, va favoriser, pour qu'on regarde les réseaux sociaux, ça favorise en fait l'engagement, donc ça va favoriser tout ce qui va être beaucoup plus polémique, donc tout ce qui va plutôt créer l'émotion, la colère, le dégoût. Et comme les médias et Sud Radio par exemple aussi dépend en fait des réseaux sociaux par exemple, pour être plus vu, il faut être vu par les algorithmes, donc du coup on va plutôt favoriser la polémique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait on est dans un contexte qui nous a un petit peu importé des États-Unis, qui fait qu'on a la polarisation des opinions. Alors la polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins de terrain d'entente commun. On va plutôt vers les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et ça, quelque part, ça crée dans notre cerveau une impossibilité de s'entendre. Pour terminer là-dessus, il y a juste une petite étude qui a été faite par Tim Hartford, qui est un statisticien. Et c'est assez intéressant. Ils ont étudié le cerveau des démocrates et des républicains. Et ensuite, ils ont regardé, lorsque le démocrate entend un républicain qui s'oppose à lui, quelle partie du cerveau s'active? Et est-ce que la partie qui réfléchit et la partie qui contrôle les émotions s'active ou pas? Or, quand il entend un républicain parler, cette partie-là ne s'active pas. C'est-à-dire que quand vous entendez un opposant qui est complètement à l'opposé de vous, vous ne réfléchissez plus. Oui. Mais dites-moi, c'est terrible. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est terrible ce que vous nous dites. On ne réfléchit plus. Mais c'est terrible. Non, moi je trouve que ça s'inscrit dans cette logique que nous sommes en train d'évoquer. Je voudrais, on parlait des États-Unis. De temps en temps, nous importons des choses qui viennent des États-Unis. En tout cas, il y a une certaine culture média qui vient des États-Unis. Une étude statistique récente sur la classe politique américaine montrait qu'en 50 ans, quand on regarde le Congrès, c'est-à-dire à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, il y a 50 ans, il y avait environ une grosse moitié des élus, qu'ils soient sénateurs ou élus à la Chambre des représentants, qui étaient capables de travailler dans des logiques transpartisanes, donc de travailler ensemble. Aujourd'hui, quand on regarde le nouveau Congrès, on est à moins de 25 sur une population qui fait plus de 500 élus. Moins de 25, voilà. Et donc ça, c'est une réalité, la polarisation que Benoît Raphaël vient d'évoquer. Elle se retrouve, elle commence en politique, elle commence notamment dans les discours politiques, dans la façon dont les politiques s'expriment. Quand vous avez un responsable de parti qui appelle à l'insurrection à peu près tous les mois, quand vous avez un autre responsable politique qui apprend sur les réseaux sociaux à siffler le président de la République, exemple encore récent, quand vous avez encore un autre responsable politique qui se met en scène sur les réseaux sociaux avec la tête du président de la République, on peut être évidemment en désaccord, hein, c'est pas le sujet, mais avec la tête du président de la République dans un ballon sous son pied, et que c'est diffusé à des milliers et des milliers d'exemples. On est dans un moment où cette violence, elle ne sert absolument pas le débat. Je crois qu'elle-même, elle lasse les Français. Les politiques, on vient de l'évoquer, ont leurs responsabilités, les journalistes aussi, et les réseaux sociaux, on le sait bien. André Valigny. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai, et il y a une radicalisation du débat politique. C'est vrai que vous aviez raison tout à l'heure, sous la 4e République, déjà les débats étaient enflammés, sous la 3e aussi, les invectives étaient violentes au sein de l'Assemblée nationale. On s'est même battu. On s'est même battu, oui. Ouais. Mais le style était différent, et il suffit de relire les discours d'il y a 50 ans, ou même d'il y a 30 ans, et les discours d'aujourd'hui. La langue française s'est appauvrie, les références sont beaucoup plus pauvres aussi.
le niveau général de l'expression orale a beaucoup baissé. Et j'ajoute sur la guerre civile larvée que nous vivons, à mon modeste niveau, j'ai vécu un moment de grâce lors de la commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Ce qui a le plus marqué les gens, ce qui intéressait le plus les gens, et on recevait des centaines de lettres à ce moment-là à l'Assemblée nationale, c'est que la droite et la gauche, moi j'étais président socialiste et mon rapporteur était UMP, la gauche et la droite s'étaient mises ensemble pour travailler sur la justice, sur cette monstrueuse affaire judiciaire qui était l'affaire d'Outreau. Et ça a beaucoup marqué les gens. Donc les gens sont en attente d'un débat apaisé, d'un débat civilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez réellement, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez réellement que le public est en attente d'un débat apaisé ? Je n'en suis pas si certain que cela. Moi, je crois. Favoriser la polémique, vous parliez de favoriser la polémique, est-ce dangereux ? C'est aussi une question que j'ai envie de poser. Et puis, cette culture du compromis. Comment se fait-il qu'en France, nous n'arrivions pas à la mettre en place ? Le dialogue, les nuances, nous avons perdu le sens des nuances, le compromis, donc le discernement, vous en parliez, Alexis Carclins-Marché, la retenue, la tempérance des mots que l'on a oublié dans notre vocabulaire et dans notre comportement. Eh bien, nous allons en parler 11h15, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. La politique n'est-elle plus qu'un spectacle ? C'est la question que je pose aujourd'hui sur Sud Radio avec nos trois invités. Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média et conseiller d'entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Avec nous également Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol. Et puis André Valigny, qui est sénateur PS, qui est aussi avec nous. Donc nous continuons ce débat. Je parlais de ces mots, j'évoquais ces mots: dialogue, nuance, compromis, discernement, retenue, tempérance. On les a oubliés ? Est-ce qu'on les a oubliés ? Est-ce que la classe politique les a oubliés ? Benoît Raphaël. C'est difficile. Quand on est nuancé, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un débat enflammé, vous voyez, donc et de faire le buzz. Vous dites ça, puis en même temps il y a ça, donc vous allez tout le temps nuancer. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que la classe politique l'a oublié ? Je ne sais pas. Est-ce que la jeunesse, en tout cas, l'a oublié ? Quand vous voyez émerger les nouveaux médias, notamment sur YouTube, prenez ce que fait Hugo Travers, par exemple, ou un jeune média qui vient de monter, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Le Crayon, qui est justement orienté sur le débat, mais un débat beaucoup plus apaisé, parce que le débat, en fait, il est fait normalement pour nous ouvrir l'esprit. On a besoin d'avoir des opinions différentes pour s'enrichir. Le problème, c'est quand les opinions sont trop opposées, en fait, on a beaucoup plus de mal à entendre l'autre. Et alors, dès que vous essayez de convaincre l'autre, les études aussi en neurosciences le montrent, en fait, vous êtes encore plus convaincu de vos propres convictions. Donc, il y a besoin d'avoir un terrain commun. Et le terrain commun, c'est plutôt les faits. La seule chose sur laquelle on peut s'entendre aujourd'hui, un débat, on peut être stupide dans un débat, mais si on s'entend pas au moins sur quelque chose, si on n'est pas d'accord sur les opinions, au moins entendons-nous. Mais les faits sont remis en question aujourd'hui. Vous savez qu'avec la montée du complotisme, les faits sont remis sans cesse en question. Ils ont toujours été remis en question historiquement, mais ils sont remis en question plus que jamais. On a peut-être besoin de comprendre aussi, de faire la différence entre un fait et une opinion. La politique, c'est le royaume de l'émotion, c'est normal en fait. La politique n'est pas là pour établir la vérité, elle s'appuie sur des faits et elle prend des décisions qui sont émotionnelles puisque c'est des opinions, des convictions, etc. Le problème, c'est que effectivement, c'est les faits. Ne confondons pas les faits et les opinions et n'essayons pas de transformer les faits par rapport à nos opinions. Je suis d'accord avec vous, mais les faits, un chiffre, c'est un fait. Organiser un débat entre deux hommes politiques autour d'un chiffre, et le débat va être terrible parce que ils vont s'accuser d'avoir le mauvais chiffre. Ouais. Vous comprenez ce que le débat est difficile, extrêmement difficile. André Valigny. Oui, d'abord, je veux dire que c'est à l'honneur de Sud Radio d'organiser un débat sur ce sujet. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais merci. C'est important que des chaînes comme la vôtre se posent la question de savoir si le débat ne s'est pas trop caricaturé lui-même, si tout ça n'est pas trop radicalisé. Moi, je continue à être optimiste, contrairement peut-être à vous, Jean-Jacques Bourdin, parce que, regardez, puisque je parlais de radio, l'audience de France Culture qui ne cesse d'augmenter. C'est vrai. Alors certes, on n'est pas sur des phénomènes de masse, on n'est pas sur des millions d'auditeurs, mais France Culture ne cesse de progresser et fortement depuis 2 ou 3 ans à peu près. Donc tout n'est pas perdu. Je crois que
les gens sont justement noyés sous l'information et qu'ils se rendent compte petit à petit qu'ils se noient justement et qu'ils ont besoin de recul, d'émissions apaisées, d'émissions où on peut débattre, où on a le temps de débattre, comme chez vous ici par exemple. Oui. On a 30, 40, on a une heure. Enfin, une heure. Avec la pub, on a 45 minutes, exactement. 50 minutes. Plutôt que ces chaînes où on a 30 secondes. Tout à l'heure, vous avez dit 1 minute 20, mais c'est beaucoup moins parfois. Il faut réduire sa pensée en 30 ou 40 secondes, ce qui est totalement ridicule. Donc je crois que les gens, peu à peu, je l'espère en tout cas, vont se rendre compte qu'il faut changer tout ça. Alors je remarque, André Valigny, vous le faites, nous le faisons tous, je remarque que nous parlons des politiques, mais nous parlons beaucoup des médias. Beaucoup des médias. Bon, le lien est étroit, on le sait, entre les médias et les politiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité est vraiment partagée? Eh bien, organiser un dialogue, la confrontation des idées, non violente, puisqu'on est dans le dialogue. Le dialogue, c'est qu'on chemine ensemble. Le principe, c'est de cheminer ensemble. Les médias ont évidemment un rôle à jouer. On vient de prendre l'exemple de cette émission, et merci à nouveau pour cela. Nous ne pensons pas tous pareil. Nous sommes dans une société, nous chacun a son chemin, son parcours, ses influences, ses destins. Et donc, l'idée qu'on puisse permettre cette confrontation des idées, la confrontation de nos façons de penser et d'arriver à cheminer ensemble, nous le vivons. Nous le vivons dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique lorsqu'elle n'est pas médiatisée. Vous travaillez quand vous êtes en mairie, vous travaillez avec des gens qui ne pensent pas comme vous, eh bien il faut travailler ensemble pour le bien de la collectivité. C'est pareil dans le monde de l'entreprise, c'est pareil dans le monde associatif. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des désaccords, mais ce qui se passe dans le monde, j'allais dire réel, dans le monde non médiatisé, prend tout de suite une importance, alors, quand on parle de politique, une importance assez évidente, mais malheureusement, parce qu'il y a cette incapacité de donner du temps, et en plus avec les réseaux sociaux qui ont tendance, via les algorithmes qu'on évoquait, à vous enfermer dans votre boucle d'autoconfirmation. Je suis des comptes sur les réseaux sociaux qui pensent comme moi, donc j'ai raison. Bon, et bien là, évidemment, ça ne nourrit pas l'enrichissement de la pensée, et je crois, vous posiez la question, Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, qui est une question importante. Est-ce que les Français veulent ça? Eh bien, le dégoût de la politique que nous vivons, l'abstention qui s'accroît, elle est probablement aussi liée au fait que, notamment chez la jeune génération, il y a un non-intérêt de la chose politique. Il suffit que vous mettiez aujourd'hui 2 personnes qui vont commencer à s'invectiver dans un débat en caractérisant l'autre comme quelqu'un de stupide, d'idiot ou des idées qui n'ont aucun sens, pour dégoûter une grande partie des téléspectateurs. Et donc, il y a, je crois, un vrai besoin de retrouver à la fois des formats médiatiques, mais aussi un travail sur soi-même. C'est-à-dire que les personnes qui prennent la parole publiquement doivent avoir conscience de leurs responsabilités. Est-ce que les politiques en sont conscients? Moi, je pose aussi, c'est une autre question, André Valigny. Est-ce que tous les politiques, vous en parlez, j'imagine, dans le milieu, est-ce que les politiques en sont conscients? Je ne sais pas s'ils en sont conscients suffisamment. Certains en prennent conscience. Moi, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ma propre expérience. Il m'arrive, figurez-vous, de plus en plus souvent de me couper de l'information. C'est-à-dire que je ne mets plus la télévision, ou alors je mets autre chose que les chaînes d'infos, en tout cas. Je reste attaché quand même aux 2-20h, je zappe un peu entre les deux. Mais les chaînes d'infos continuent, sauf LCI, je tiens à le dire ici, sauf LCI, qui fait le choix courageux et délibéré, le choix de l'Ukraine, alors qu'en termes d'audience, c'est pas forcément porteur. À part LCI, moi, je ne regarde plus les chaînes d'infos. Dans la voiture, je me mets de la musique, variété des années 70 de préférence, ou alors France Culture, parce que je ne supporte plus cette avalanche d'informations, plus rien n'est hiérarchisé, tout est au même niveau, une actualité chasse l'autre, un événement chasse l'autre, c'est le buzz permanent, et je vais être encore plus provocateur avec les gens de la France Insoumise, mais lorsqu'il y a quelqu'un de la France Insoumise dans un débat, je coupe immédiatement, parce que cette vulgarité, cette violence... Quand il y a quelqu'un du Rassemblement National dans un débat, vous coupez ou pas? Ou quand Éric Zemmour est dans un débat, vous coupez ou pas? Non, parce que la violence verbale n'est pas la même. Il y a la violence des arguments. Je suis en désaccord total avec ce que peut dire Éric Zemmour, que je connais bien par ailleurs. Il le sait, mais il n'y a pas cette violence verbale, cette agressivité, cette méchanceté, comme disait Robespierre sous la Révolution française. L'adjectif méchant a changé de signification, mais à l'époque, on disait un méchant homme, c'était un homme agressif, violent, au moins verbalement. Je ne supporte plus tout ça. Donc, je crois, et je regarde dans mon entourage, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui réagissent comme moi. Parce qu'on ne supporte plus, la quantité énorme d'informations sous laquelle on est noyé, et 2, la violence verbale, l'agressivité gratuite parfois de ces débats. Avec cette théâtrocratie, est-ce que on ne voit pas l'effacement des convictions?
est-ce que ça ne conduit pas à un effacement des convictions? C'est aussi une question que je me posais. Déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, on a une culture quand même en France. Ça a commencé avec Gustave Le Bon qui a écrit en 19e siècle Jean-Jacques Bourdin. Bien, débat sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300, je vous attends. Venez intervenir dans ce débat. La politique est-elle devenue un spectacle? On en parle ce matin. C'est vrai que aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant le débat sur la réforme des retraites. C'est vrai que on a un peu oublié les uns et les autres, toute nuance, la nécessité du compromis. On ne sait plus trop ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette théatrocratie, comme le dit l'un de nos invités, Alexis Carclins-Marché, cette théatrocratie, eh bien, éteint peut-être les convictions les plus sincères. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse à ce que pensent celles et ceux qui nous écoutent, nos concitoyens, le sentiment des Français. Est-ce que vous pensez que ce spectacle donné les renforce dans leur prise de distance avec la politique? Franchement, André Vallini. Ah oui, je crois que c'est un élément déterminant de l'abstention qui ne cesse de monter, bien sûr. Il y a l'absence de résultats tangibles. Les Français trouvent que les choses ne s'améliorent pas sur le plan du chômage, encore qu'aujourd'hui ça aille mieux, l'inflation, enfin bref, tout. Et le coût de la vie, l'éducation nationale, le coût de la vie, la santé, etc. Donc les Français sont en attente de résultats, ça c'est le premier élément évidemment. Mais le deuxième élément, c'est que ils ont bien le sentiment et la certitude même, ils ont compris que pour cacher l'absence de résultats, la classe politique se croit autorisée à radicaliser le débat, à diaboliser l'adversaire, à raconter parfois n'importe quoi pour essayer de faire croire aux Français que ça n'est pas de la faute du gouvernement, mais de la faute d'autre chose. Donc il y a le manque de résultats, mais deux, la radicalisation du discours politique, sa simplification, son outrance aussi. Oui, mais est-ce que le gouvernement ne donne pas l'impression de ne pas comprendre les Français? Est-ce que le gouvernement estime que les Français ne comprennent pas ce qu'il dit? Alexis Carclins-Marché, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, et la réponse que l'on fait, quand on parle de cette radicalisation dans les débats,
quand on parle de prise de position, on a encore eu un exemple il y a 2 jours avec un élu régional qui qui est allé chanter Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Oui. Bon, et toujours dans le même schéma, on commence par ça, on provoque un scandale. Alors qu'est-ce qui je voudrais je vous interromps. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas très nombreux non. devant le siège de Renaissance. Immédiatement les chaînes de télévision se sont précipitées immédiatement. Et c'était l'effet recherché, Jean-Jacques. C'était l'effet recherché, c'est je prononce des paroles qui sont irresponsables, inadmissibles, radicales et violentes. Je provoque un scandale, ce qui fait que je suis réinvité pour m'expliquer, pour dire qu'en fait on ne m'a pas compris. Oui. Et ensuite on passe à autre chose. On vient de banaliser une fois de plus la violence dans les propos et le non-respect des institutions. Encore une fois, on a le droit d'être en désaccord. En tordant la réalité en plus, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, les plans serrés des chaînes d'infos faisaient croire qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde alors qu'il y avait très peu de monde. Mais c'est volontaire. Bien sûr. Mais André Valigny, c'est volontaire de la part des chaînes info. Jean-Jacques, évidemment. Jean-Jacques, pour répondre à ce point, la légitimité ou la façon dont la violence est légitimée, c'est toujours le même processus. Soit on dit vous savez, les Français ils sont éruptifs. Bon, oui, enfin n'empêche qu'Astérix, ça se termine par le banquet où tout le monde se retrouve. Nous, on s'arrête à la discorde, on a du mal à aller jusqu'à la phase du banquet qui nous réunit. Ensuite, c'est toujours la faute de l'autre. Si je casse un abribus, c'est à cause du gouvernement qui ne m'entend pas. Toujours la même réponse. On l'a aujourd'hui, on l'avait avant. Et plus subliminal, mais qui est parfois quand même évoqué, c'est on ne peut avancer que par le rapport de force. Socialement, toutes les grandes conquêtes sociales se sont faites uniquement dans les rapports de force. Et c'est pas totalement faux, pardon. D'abord, ça dépend des cultures. D'abord, c'est vrai qu'il y a des aspects culturels, mais pour autant, il y a aussi des avancées sociales qui ont été faites sans des violences, sans des millions de gens dans les rues, avec des compromis. Et justement, je crois que dans une société complexe, qui est censée être plus civilisée, espérons-le, on devrait être capable, comme on le fait dans d'autres univers, encore une fois, dans le monde de l'entreprise, dans différents mondes, on arrive à se mettre autour de la table et à trouver des accords. Bon, pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire ça dans le monde politique? Mais voilà, c'est un sujet. Oui, je pense que de toute façon, le fait de ne pas écouter la différence, c'est s'empêcher d'être intelligent. Oui. Les grands patrons le savent, et Olivier Sibony, qui a beaucoup écrit sur le business, explique que quand vous avez un projet, par exemple, et que vous en parlez en réunion, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ça va pas marcher. Alors cette personne, elle est énervante, en plus, elle n'a pas forcément raison. Mais si vous l'écoutez pas, en fait, les études montrent qu'en fait, vous avez plus de chances de vous planter dans votre projet, parce que simplement, le fait d'entendre en fait la différence fait fonctionner un petit peu différemment votre cerveau. Et moi, par rapport à tout ce qui s'est dit, j'aurais juste une chose à dire. Si vous voulez déstabiliser un pays, si vous voulez manipuler l'opinion, les Russes ont très bien compris comment faire. Il suffit en fait de nous bombarder d'informations et surtout d'informations contradictoires, parce que ça nous empêche de réfléchir. Donc, lorsqu'on fait la même chose dans notre pays, il faut s'interroger en fait. Toujours ce lien entre l'information et la politique. Et l'information qui n'est pas de l'information, c'est de la communication. C'est pas tout à fait pareil. Communication, information, il faudra faire la différence un jour, parce que l'information, ça part d'un fait. Et le problème aujourd'hui, c'est que on part aussi d'un fait, mais on a oublié 2 choses. On a oublié l'analyse et l'explication. On passe immédiatement aux commentaires. C'est-à-dire qu'on va tellement vite. Parce que c'est toujours ce souci d'aller vite, qu'on oublie d'expliquer un fait ou d'analyser un fait. Et on le commente immédiatement. On met tout le monde autour d'une table et on commente un fait. Et on met tout le monde autour d'une table et ce ne sont pas forcément des spécialistes du fait en question. Oui. Mais ça, c'est sûr. Ce sont des généralistes qui sont ici pour parler de tout et n'importe quoi. Ce sont toujours les mêmes d'ailleurs qui passent d'une chaîne à l'autre et on leur demande de réagir sur plein de choses différentes, plein de sujets différents, alors qu'ils n'y connaissent pas plus que la moyenne de. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre Jacques, qui est à Mazamet, dans le Tarn. Bonjour Jacques. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jacques. Je vous remercie pour votre émission qui me paraît, qui est très intéressante et surtout vos intervenants. Oui. Alors je suis un vieux entre guillemets, j'ai 74 ans. J'étais profession libérale architecte et j'ai eu affaire pendant très longtemps à nos amis les politiques et leur néanmoins amis de l'administration. En ce moment, je trouve que les débats qui existent sont assez catastrophiques, n'ont aucun intérêt. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est totalement honteux. La représentation nationale est une véritable catastrophe. Et les débats n'existent plus. Il n'y a plus de gens qui ont des idées, qui défendent des idées précises. Les politiques ou les députés changent de parti comme ça en permanence, en fonction de l'ère du temps.
Et puis, je sais pas, le débat, et tout à l'heure, quelqu'un disait parler des chaînes d'information continue. On a l'impression que nos politiques qui nous dirigent écoutent ces chaînes en continu et prennent là où va le vent. Jacques, dans leur bureau, je peux vous dire que les chaînes d'information en continu sont diffusées en permanence. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, oui. Ils écoutent ça, et c'est en fonction de ce qui se passe qu'ils orientent leur discours, et on voit, voilà. Oui. Et je suis extrêmement déçu de ce qui se passe. Est-ce que ça vous éloigne de la politique, Jacques ? Est-ce que ça vous conduira ? Est-ce que ça pourrait vous conduire à ne plus aller voter, par exemple ? Non, parce que je vote en âme et conscience. Oui. Mais non, ça ne m'éloigne pas. Mais je suis extrêmement déçu. Bien. Merci Jacques, merci pour votre intervention. Vous voyez, c'est l'illustration de ce que nous disions. Exactement. Jacques dit, reprend des mots qui sont très justes. Oui. Et il fait partie d'une génération où le devoir civique reste important. Ce qui est très inquiétant, c'est plutôt dans la population jeune. Oui. Et alors justement, les jeunes, oui, eux se détournent vraiment de la politique. Les jeunes, vous les croisez, nous les croisons tous, nous entendons, je les vois. Ou alors quand on les voit apparaître, encore une fois, on l'a vu à l'occasion de la réforme des retraites, on les voit apparaître sur certaines chaînes info, on voit des lycéens ou des étudiants, mais qui surjouent la révolte. Oui, c'est une expression que j'ai utilisée. C'est vous qui l'avez utilisée. Pourquoi l'avez-vous utilisée d'ailleurs ? Parce que on comprend que ça peut faire sens, ça donne certaine image, en tout cas ça permet d'être repris quand on est un lycéen de 15 ans, qu'on explique, qu'on parle des retraites. Pardon, mais c'est un sujet qui est tellement complexe. Chaque citoyen a le droit à la parole, c'est pas le sujet de ne pas écouter, c'est de tourner en boucle un propos, la révolution va arriver, on veut rejouer à 1968, bref, il y a un côté très caricatural. Encore une fois, on est dans l'exagération et on est dans cette boucle d'auto-reproduction. On va rediffuser encore et encore les mêmes mais les jeunes sont engagés aussi. Jean-Jacques, les jeunes sont engagés. Pardon, le mot les jeunes. Oui, les jeunes, ça veut rien dire. Déjà, c'est comme le peuple. Ça, je suis d'accord. Il y a les jeunes qui étaient fondamentalement, alors peut-être pas pour les retraites, mais en tout cas qui trouvaient un peu ridicule la médiatisation de certains jeunes. Très bien si certains ont envie d'aller casser, d'occuper une université et de la ruiner pendant 6 mois. Beaucoup de jeunes se désolidarisent aussi de ces comportements excessifs, radicaux, qui sont des postures et qui peuvent faire beaucoup de mal à la cité au sens très très large du terme. Bien, est-ce que la dérive, c'est une dérive pour vous ? On est bien d'accord autour de la table. Il y a vraiment... Vous n'êtes pas... je n'ai pas les chiffres, donc il faudrait me donner les chiffres pour me prouver que c'est une dérive. Avant de parler de dérive, il faudrait donner les chiffres. Mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de... Est-ce que c'est la transposition de ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons ? De ce qui se passe aux États-Unis et puis aussi de ce qui se passe en Italie. On dit toujours que l'Italie est le laboratoire de ce qui va se passer chez nous quelques années plus tard. Et moi, je suis beaucoup ce qui se passe en Italie. J'aime beaucoup ce pays. Je suis d'origine italienne. J'y vais souvent. Et vous n'êtes pas très loin. Et je suis pas très loin, en Isère. Mais c'est vrai que l'Italie a commencé avant nous à avoir son débat politique dérapé, dérivé vers la vulgarité, avec l'époque Berlusconi, la télévision aussi, les chaînes privées de Berlusconi. Et on en arrive à comparer maintenant ce qui s'est passé en Italie il y a une dizaine d'années, ce qui se passe en France aujourd'hui, avec des débats radicalisés, d'une violence extrême, une vulgarité dans l'expression des politiques, et puis aujourd'hui, la droite nationale, conservatrice, populiste, voire extrême, la droite de Madame Meloni au pouvoir. Donc j'espère me tromper en disant que la France suit le chemin de l'Italie, au moins dans le domaine politique, parce que ça voudrait dire que Madame Le Pen est aux portes du pouvoir. Mais moi, je compare beaucoup ce qui se passe en France aujourd'hui à ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années. Oui, que voulez-vous dire ? Non, je pense que on est sur une génération. C'est difficile de parler des jeunes. Oui, c'est pour ça. Oui, les jeunes, c'est vrai. Voilà. Par contre, on est sur une génération qui est peut-être en vie. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête de l'OCDE sur le fait que c'est une génération qui va être beaucoup plus autonome. Qui veut penser par elle-même, qui veut avoir les faits. Des jeunes, pardon, je vous coupe, des jeunes qui ne regardent plus la télévision,
qui n'écoutent plus la radio. Mais oui, mais quand vous avez 20 ans, vous savez pas en fait si l'année prochaine vous n'allez pas avoir une prochaine crise sanitaire, vous n'allez pas comment va se réchauffer la température, et s'il va pas y avoir non plus si l'intelligence artificielle va pas non plus transformer complètement vos emplois, si vous aurez encore un emploi demain. Donc quand vous êtes comme ça, vous prenez un peu en charge vous-même et vous arrêtez d'écouter les chaînes d'infos qui brassent en permanence toujours les mêmes infos. Vous avez 70%, 7 Français sur 10 aujourd'hui qui disent que ils sont saturés d'informations, mais pas parce qu'il y a trop d'infos, parce que les infos sont toujours les mêmes. Oui, parce que les infos sont toujours les mêmes. Et donc, quand vous avez des politiques, quand vous avez l'urgence du dérèglement climatique et que vous voyez que ça bouge pas vraiment et qu'on sait très bien que c'est un problème complexe, donc on peut pas juste s'invectiver en permanence. C'est fini l'invective maintenant. On a besoin de trouver des solutions. Si vous êtes une plus jeune génération, que vous êtes directement concerné, vous en avez un petit peu. C'est-à-dire que j'ai 21 ans. J'imagine, je regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je suis sensible au réchauffement climatique. Aujourd'hui, je fais comment? Je vais sur les réseaux sociaux pour m'informer, ou je lis, ou je vais écouter des conférences, ou je vais... c'est comme ça que je m'informe? C'est comme ça que je m'engage? Oui, ça fait partie. Mais je ne vais plus voter. Je vais moins voter. Oui. Je vais moins voter. Je vais moins voter et je m'engage. Ou alors les jeunes, il y a des jeunes qui vont voter Rassemblement National. C'est pas un secret, oui. Bien sûr. Ou alors je suis vraiment ancré dans mes convictions et je. Oui. Parce que je trouve pas de logement. Oui. Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui d'un étudiant est réduit. On sait que, alors c'est moins le coût. Les études ont un coût, mais il y a tout le pouvoir d'achat des étudiants qui est, on le sait, très attaqué. Oui. Et donc, je m'engage aussi, et je suis révolté de cela, et j'ai besoin d'avoir des gens qui me parlent de solutions, et que ces solutions soient aussi incarnées, qu'il y ait de la réalisation. Il faudrait que les politiques, si j'ai bien compris, je veux observer une petite pause, que les politiques fassent valoir leurs convictions, et leurs propositions, et leurs solutions, au lieu de s'invectiver. Oui. Oui. Et être capable de dire, je me suis trompé. Depuis combien de temps, Jean-Jacques, nous n'avons pas entendu quelqu'un se dire je me suis trompé. Ça, et être capable de dire aussi ce que fait le gouvernement, même si je suis dans l'opposition, ce qu'il fait là est une bonne chose. Et jamais vous n'entendrez quelqu'un de l'opposition. Et inversement aussi. Et inversement. Que le gouvernement soit capable de dire cette proposition venue de l'opposition, c'est une bonne proposition. Vous savez, et je la retiens. Vous savez le précepte de Olof Palme, le Premier ministre suédois qui a été assassiné il y a une trentaine d'années. Olof Palme disait le secret de notre réussite en Suède, nous les sociodémocrates, c'est que quand on est dans l'opposition, on pense comme si on était au pouvoir, on s'efforce de penser comme si on était au pouvoir, et quand on est au pouvoir, on s'efforce de penser comme si on était dans l'opposition. Très intéressant. Il est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Bien, terminons notre débat passionnant avec cette question: la politique est-elle devenue un spectacle? Avec nos 3 intervenants, Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur, média, conseiller en entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol. Et André Valigny, qui est sénateur socialiste. Avec nous aussi Laurent, qui est à Rosny-sous-Bois. Laurent, qui est commercial. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, que dites-vous? Moi, je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique, ce qui est fatigant, quand on les regarde, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent pas reconnaître leur tort et dire qu'ils se sont trompés, et que l'erreur est humaine, et que, on a l'impression que c'est des gens qui font jamais d'erreur, qui sont pas dans le même monde que nous, et que c'est nous qui les écoutons ou qui votons pour eux, qui sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qu'ils font. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je pense que le jour où quelqu'un sera en mesure de dire écoutez, je pensais qu'en faisant cette réforme ça serait mieux, mais je me rends compte que c'est une bêtise et on va faire autrement et on va recommencer, comme pourrait faire un entrepreneur ou quelqu'un d'humain. Un manque d'humilité, dites-vous, Laurent. Ouais, très. Un manque d'humilité. C'est très intéressant ce que vous dites, Laurent. Parce que je pense que... je ne sais pas ce que vous en pensez tous autour de la table. On l'a évoqué, 100% d'accord avec Laurent. Il y a 3 phrases nous n'entendons pas en politique. Je me suis trompé. Je ne sais pas. Et je présente mes excuses. Alors celui-là, de temps en temps quand même... Quand un député, en l'occurrence de la France Insoumise, a traité d'assassin, là, il a quand même présenté des excuses, mais c'est rare. Mais ces 3 phrases: je me suis trompé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais on va travailler sur le sujet. Écoutez, et moi je présente mes excuses. j'ai interviewé beaucoup de responsables politiques avec parfois des moments très durs. Je crois que je n'ai jamais eu un responsable face à moi qui me dise « je ne sais pas ». Et pourtant, en cherchant toujours un échappatoire, ou une autre question, ou rebondir en posant une question. Sur le prix des porte-avions notamment. Oui, surtout, je me souviens même avec une ministre du Travail sur le nombre de CDI ou de CDD. Non, c'était CDD. Bon, mais qu'en pensez-vous ? Oui, de ce que dit Laurent. De toute façon, on est dans un monde qui est complètement imprévisible. Donc en fait, quand on est un politique et qu'on n'ose pas dire je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va arriver, et on maîtrise pas tout, mais on va essayer d'avancer et de rendre des comptes rapidement et d'être le plus transparent. Si on fait pas ça, c'est qu'on prend les gens pour des imbéciles. C'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, la principale erreur du gouvernement, c'est d'avoir refusé de dire je ne sais pas. C'est vrai. De dire par exemple les masques, ça sert à rien. Au début, c'est complètement idiot. Mais d'ailleurs, personne ne savait rien au début, entre parenthèses. Enfin bon. Et il fallait donner l'impression de maîtriser, ce qui est complètement incohérent. Et je pense que quand on est face à un politique qui dit je sais, qui impose son opinion, etc., alors qu'on sait que le monde est complètement imprévisible, on a vraiment l'impression qu'il nous prend pour un imbécile. Donc ça nous énerve. Donc ça donne aussi un petit peu une idée de la situation du gouvernement Macron aujourd'hui. Oui, Laurent. Oui, c'est un peu le travers d'Emmanuel Macron. C'est son travers. Oui. C'est son travers, évidemment. Et est-ce qu'il sait dire je ne sais pas ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un responsable politique qui serait capable de dire « je ne sais pas » André Valigny? Vous en voyez un ou une? Moi, il m'arrive de dire que je ne sais pas répondre à une question. Mais je parle un futur. Vous n'êtes pas futur présidentiable. A priori, non, on ne sait jamais. Je plaisante. Au niveau national, les grands leaders nationaux, c'est vrai, ont du mal à reconnaître qu'ils ne savent pas répondre à tout. Le dogme de l'infaillibilité pontificale, finalement, est peut-être en déshérence au Vatican, mais dans la classe politique, il est toujours là. Il faut dire, ce sujet, je le connais mal, je ne peux pas vous répondre, je vais regarder ce qu'il en est. Et moi, j'ai pas honte de dire ça. Il faudrait effectivement que les politiques... Et vous avez été ministre, ça vous est arrivé en tant que ministre de dire, je ne sais pas, ou, bah écoutez, je vais voir, ou... oui, bien sûr. Je ne vous garantis rien, ou je ne vous garantis rien. Écoutez, ça c'est bien sûr, pas difficile à dire. Bien sûr, il m'est arrivé de le faire à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Lorsque j'étais dans l'hémicycle et que j'ai été mis en difficulté sur une question, je disais, bah, écoutez, je vais regarder, je vais demander à mes services. Il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas répondre à toutes les questions tout le temps sur le champ. Oui. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une anecdote. La première interview d'Édouard Philippe, c'était chez moi, il était Premier ministre, il venait d'être nommé Premier ministre, c'était sur BFM, et je lui pose 2-3 questions, et visiblement, il n'avait pas les réponses, et il s'est un peu emberlificoté, et ça a été assez catastrophique, il était désespéré en sortant de l'interview. Et le lendemain, il m'envoie un SMS en me disant, j'aurais dû dire je ne sais pas. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est déjà bien de le reconnaître, mais prise de conscience après. C'est-à-dire ce réflexe-là. Mais à quoi servent les services de communication des politiques, les communicants, Alexis et pour évoquer une autre turpitude que l'on peut avoir dans un débat, il m'est arrivé dans un débat de parler d'un sujet économique qui est plutôt mon domaine de compétences, et d'avoir une élue en face de moi. On est dans un débat assez dur. Je vais le dire trivialement, mais elle me rentre dedans. Elle me dit, je suis totalement en désaccord, vous pouvez pas dire ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, etc. Assez agressive. Alors, nous sortons du plateau, je suis un peu agacé parce que c'était pas tellement l'esprit en plus de l'émission, mais bon voilà, je sors du plateau et l'élu en question me dit, bon, je suis vraiment désolé parce qu'en fait je pense comme vous, mais je ne pouvais pas le dire. Voilà. Et donc il y a aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, cette capacité à parfois dire, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais ça, je l'ai entendu. J'organise des débats tous les jeudis entre des députés ou des sénateurs. Tous les jeudis, entre 11h et midi, et c'est notre jeudi politique, je l'ai entendu 100 fois à la sortie du plateau. Je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas le dire. Il y a une espèce de jeu de rôle qui est insupportable. Et le pire aujourd'hui pour ceux qui pratiquent ce jeu de rôle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les Français s'en rendent compte. Les Français sont lucides. Le rideau est déchiré entre la scène et les coulisses parce que les gens sont plus informés, en quantité c'est sûr, en qualité c'est pas sûr, mais enfin ils savent davantage de choses et les masques sont tombés. Aujourd'hui on ne peut plus tricher. Quand on joue la comédie, ça se voit, surtout à la télévision. C'est ce que vous disiez Jean-Jacques, c'était votre sujet, le sujet du jour. La politique est-elle un spectacle ? Eh bien un spectacle, parfois il y a des mauvais acteurs.
Et parfois, il y a des mauvais acteurs. C'est ce que vous avez écrit. Hein. Merci à tous les trois. Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média, conseiller en entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion, manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, aux éditions Erol, et André Valigny, sénateur socialiste, ancien ministre. Merci à tous les trois d'être venus participer. Merci aux auditeurs qui ont appelé 0826 300 300. Il est 11h56.